Il a à son actif un énorme travail et très peu connu. Il est membre du GEL, membre d'honneur, il en est aussi le doyen. Il est aussi membre de notre association pour la recherche et les applications en biophysique et biologie électronique. Il est également le doyen de cette application. J'essaierai donc d'être à la hauteur de la situation pour deux raisons. D'abord, pour remercier Michel Chazot, et ensuite, c'est à Lucien Roujon que je dédie et cette conférence et le stage qui suivra, avec l'espoir bien sûr de pouvoir quelque peu vous intéresser. Je dois dire aussi que le titre de la conférence a été choisi par Michel Chazot. Vous voyez qu'il joue un très grand rôle en la circonstance. Et je l'ai prévenu qu'il choisissait un sujet très complexe, très complexe, qui ne s'explique pas en 5 minutes et qui ne s'explique pas sans être illustré. A priori, on peut se demander quelles relations peuvent exister entre l'eau, le cosmos et la bioélectronique. Est-ce que ces relations existent? Est-ce qu'elles sont possibles à mettre en évidence, à faire l'objet d'un certain nombre de constatations? Est-ce que ces constatations peuvent conduire à une explication qui soit valable? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Tout d'abord, simplement quelques mots de la bioélectronique de Vincent. J'ai connu Louis-Claude Vincent en 1956 et effectivement, nous nous sommes suivis pour le temps de sa vie. Il est décédé en 1988. Donc, nous nous sommes connus pendant 32 ans. Qu'est-ce que c'est que la bioélectronique? C'est une technique qui consiste à chiffrer des milieux vivants, quels qu'ils soient, non pas au moyen de l'analyse classique, mais par des potentiels. Ces potentiels, qui sont mesurables au bioélectronimètre, sont au nombre de 3. Vous avez le pH, qui est un facteur d'ionisation, qui marque un état d'acidité ou d'alcalinité, la neutralité se situant à 7. Vous avez le RH2, qui est un facteur d'électronisation. C'est une charge en électrons pour un pH donné. Il marque un état d'oxydation ou de réduction. Il y a d'autant plus d'électrons que le RH2 est plus faible, donc plus réduit. La résistivité électrique est un facteur osmotique. C'est très exactement l'inverse de la pression osmotique due aux ions. Autrement dit, si une solution quelconque est très riche en électrolytes, en éléments conducteurs, la résistivité sera faible. Par contre, s'il y a beaucoup d'éléments conducteurs, j'ai dit s'il y a très peu d'éléments conducteurs, la résistivité sera forte, et s'il y a beaucoup d'éléments conducteurs, la résistivité sera faible. Maintenant, il y a là un problème d'interprétation qui peut se poser, c'est que la résistivité électrique est aussi la résultante d'un équilibre entre des isolants et des conducteurs. La disparition de l'un de ces éléments peut faire croire à un excédent de l'autre. Autrement dit, les conclusions doivent être extrêmement prudentes. Le problème de la bioélectronique sera développé plus amplement lors du stage, notamment par Daniel Lancelot. Voilà donc en quelques mots ce qu'est la bioélectronique. Si on applique cette bioélectronique à des mesures diverses sur des milieux vivants divers aussi, parlons si vous voulez de l'homme, je ne suis pas médecin, donc je n'ai pas pratiqué de mesures sanguines. Par contre, j'ai pratiqué des mesures urinaires, salivaires, mesures également urinaires sur l'animal, mesures sur le végétal, mesures sur le sol, sur beaucoup de choses. On constate, quand ces mesures deviennent assez nombreuses et sont prolongées pendant un certain temps, qu'il existe des variations qui se produisent
et que ces variations présentent entre elles une certaine simultanéité. Elles peuvent avoir des intensités différentes, quelquefois un décalage de 24 heures, mais il y a une certaine simultanéité qui laisse croire qu'il existe un lien commun entre tous les milieux vivants. Or, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'il n'y a pas de vie sans eau. L'eau est un lien commun. Nous voilà donc rendus de la bioélectronique à l'eau. Maintenant, la simultanéité de ces variations indique aussi qu'elles obéissent, tant pour l'eau que pour le reste, à des influences qui sont extérieures. Tout se passe comme si, au stade de l'inconscient, certains mécanismes venaient jouer sur toutes les espèces vivantes. D'où peuvent venir ces variations? Est-ce qu'on peut les définir, les déterminer, les expliquer? C'est aussi ce que nous allons voir. Et là, nous aborderons bien sûr dans l'explication la partie la plus complexe de cette explication, de cette conférence. Pratiquement, nous allons diviser ce travail en 3 parties. Dans une première partie qui sera simple, ce sera une série de constatations de ces mesures faites sur différents milieux, à différentes périodes, de différentes années. Sur l'eau, bien sûr, et aussi sur différents milieux vivants, vous constaterez cette simultanéité que je vous ai signalée tout à l'heure. Cette partie est assez rapide, assez simple. Ce sont des constatations, rien de plus, pas d'explication. Il n'en reste pas moins que, quand des choses se répètent, il faut tenter de trouver quelque chose qui soit valable au point de vue explication. Et dans la deuxième partie, il y aura une confrontation entre les variations relevées et les observations relevées par les physiciens. Je dois dire à ce sujet que les observations des physiciens constituent une véritable mine d'or, une véritable mine d'enseignement. Il n'en est pratiquement pas tiré grand-chose, pour la simple raison que les phénomènes ne sont jamais rapprochés les uns des autres. Eh bien, nous essaierons de les rapprocher les uns des autres, et là, ce ne sera pas tellement simple. La troisième partie, étant donné que dans la seconde partie, nous allons mettre en évidence l'importance des mouvements spiralés, des mouvements tourbillonnaires, eh bien la troisième partie sera tout simplement une diversité de présentation de cette empreinte tourbillonnaire sur différents milieux vivants qui se trouvent sur Terre. Nous retomberons dans quelque chose de simple et d'assez rapide. C'est donc la deuxième partie qui sera compliquée. Première diapositive. Première diapositive. Alors, je vous présente ici un certain nombre d'aspects, soit de pH, soit de RH2, de tempête, tornade ou séisme. Il faudrait peut-être éteindre, ce serait plus net pour tempête, tornade, séisme, relevés à différentes périodes. Vous avez 1953, une tempête en Bretagne et dans l'Ouest avec raz-de-marée en mer du Nord, ravage en Hollande et en Angleterre. Si vous vous déplacez vers la gauche, en juin 1955, tempête en Bretagne et dans l'Ouest, également des orages dans les Alpes, des inondations dans les vallées de l'Arc et de la Romanche. Là aussi, vous voyez que vous avez une variation, ces graphiques sont relevés sur l'eau, une déviation vers le négatif, le pH augmente. Descendons à l'échelle au-dessous. En mars 1956, tempête en Bretagne et dans l'Ouest, des variations de l'eau de pluie,
Également une négativation à ce moment-là, une variation vers le négatif. Et ces tempêtes ont été assez violentes, correspondant sensiblement à l'équinoxe de printemps. Déplaçons-nous une nouvelle fois vers la droite, juin 57, c'est relevé dans les Pyrénées. Alors à partir de 57, c'est la bioélectronique Vincent que j'ai utilisée. Antérieurement, c'était des procédés plus simples qui ne valaient pas la bioélectronique. Donc orages dans les Pyrénées, des orages également dans les Alpes, en France, en Italie. Vous avez également cette déviation de pH vers l'alcalose. Août 58, nous descendons toujours. Orages dans l'ouest, orages et désastres grêles en Alsace et notamment à Strasbourg. Là, vous avez des variations concomitantes de l'eau de mer, de l'eau de pluie et d'une dilution salivaire prise chez l'homme. Vous remarquez là aussi une intensité différente, mais une simultanéité des variations. Déplaçons-nous vers la droite, août 58, des orages en Bretagne et dans l'ouest, inondations dans les Alpes, désastres d'Ossola. Également une alcalose, des pluies, et c'est relevé également, cette fois-ci sur une dilution de sol, également sur une dilution salivaire. Nous descendons, nous arrivons maintenant tout en bas. Vous avez à gauche janvier 59. Cette fois-ci, ce n'est plus le pH qui parle, c'est le RH2, c'est l'électronisation. Alors, vous remarquez un effondrement brutal de ce RH2 qui a accompagné un séisme du 2 janvier en Bretagne et dans l'Ouest. Cet effondrement, vous le relevez sur l'eau de pluie, sur du sol, sur le sol, sur une dilution salivaire et également sur l'eau de mer. Enfin, à droite, dernière figure, tornade et trombe d'eau du 23 janvier à Nantes. Ça, c'est relevé sur place, puisqu'à l'époque, j'habitais Nantes. Et on peut ici remarquer une chose, c'est que la variation précède la tornade. Ce qui explique que les animaux, bien souvent, avant un séisme, avant un cataclysme quelconque, présentent des signes de nervosité, d'inquiétude. Et là aussi, vous voyez que cette variation est relevée non seulement sur des eaux de pluie, mais sur le sol, sur l'eau de mer, sur une dilution salivaire. Vous voyez ici, vous avez une image, des images de cette simultanéité que je vous ai signalée tout à l'heure, et aussi d'une certaine identité, malgré des intensités diverses, une certaine identité des variations à travers différents milieux. C'est une chose, nous allons en voir d'autres. Deuxième diapo. Vous avez ici une étude faite sur des sources. Vous avez en abscisse les jours qui sont marqués et en ordonnée le pH. Ces graphiques ont été relevés à Font-Romeu et ils concernent juin 1957. Deux sources différentes, prises à l'émergence du rocher. Vous savez que le rocher dans les Pyrénées-Orientales, c'est du granit. Il n'existe aucune habitation au-dessus des sources en question, donc pas la moindre trace de pollution. Et vous remarquez là aussi cette simultanéité de variation de deux sources différentes avec une évolution vers l'alcalose. Nous allons voir maintenant sur ces mêmes sources la variation du RH2. Je vous signale que vous remarquerez, tant ici que sur le graphique qui va suivre, que les résistivités des deux sources sont différentes. L'une, la plus haute, a une résistivité supérieure à 20 000 ohms, et l'autre, en dessous, résistivité peu différente de 12 000. Diapo suivante. Même source, et cette fois, variation du RH2. Vous remarquez là aussi cette simultanéité. Or, ça accompagne certains cataclysmes puisqu'il y a eu le Kéras. Ça se trouve aussi
au moment du solstice d'été, il semble bien là qu'il y ait une influence à la fois cosmique et météorologique. Ça ne veut pas dire que toutes les années, nous retrouverons la même chose, parce qu'il existe des cycles cosmiques, cycles solaires, cycles lunaires, certains sont à très longue période et ils ne se superposent pas toujours de la même manière. Si vous voulez passer à la diapo suivante, vous allez voir ici également une variation de RH2 s'appliquant à une eau de source, un filtrat d'humus et une dilution végétale, et on y trouve le solstice d'été de 1958. Vous voyez qu'il ne se présente pas du tout comme celui de 1957. Officiellement, en face, les trois figures qui viennent de passer, les trois graphiques, on vous dira ce n'est pas pareil, donc ça ne veut rien dire. Admettons, la suite nous le dira. Diapo suivante. Vous avez ici des variations relevées sur de l'eau de pluie lors de la rupture du barrage de Malpasset. C'est une variation du RH2. Et vous avez au-dessous le nombre de taches solaires relevées à l'observatoire de Meudon. Vous pouvez constater qu'en milieu de graphique, vous avez un grand nombre de taches solaires, une importance des éruptions, et qui correspondent précisément à cette variation du RH2. Est-ce que vraiment ça ne veut rien dire, ou est-ce que ça signifie quelque chose? Diapo suivante. Vous avez ici un séisme qui a été relevé sur place en Bretagne. J'habitais Nantes à l'époque. Il a été relevé à la fois sur l'eau de pluie, l'eau de mer. L'eau de mer, c'est la courbe la plus haute. Et une dilution de sol. La pluie, c'est le trait plein. Eau de mer en pointillé, le sol en tiret. Vous remarquez là aussi qu'il y a quelque chose qui se passe, une variation, et vous remarquez, étant donné que c'est relevé sur place, que cette variation précède le cataclysme lui-même, le séisme, qui d'ailleurs n'était pas d'une importance extrême, mais enfin qui était très nettement ressenti. Le séisme est marqué par l'étoile noire en haut. Ça se trouve, coïncidence peut-être, le jour du dernier quartier. Et vous remarquez aussi que la variation la plus importante précède ce jour, comme tout à l'heure. Coïncidence encore. Diapo suivante. Même chose, les variations du RH2, cette fois-ci relevées sur les mêmes éléments, l'eau de pluie, la mer, le sol. La variation précède le séisme. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'inquiétude manifestée par les animaux, même par les oiseaux, qui souvent à ce moment-là se cachent et se taisent, répond à quelque chose que ressentent, même si nous ne le ressentons pas. Diapo suivante. Vous avez ici des types de corrélations quelque peu différents de ce que je viens de vous présenter. Je vous ai fait voir un certain nombre de variations correspondant à des accidents météorologiques et qui avaient leur réplique bien sûr sur le plan tellurique, sur le plan terrestre. Ici, vous avez un autre aspect de variation dans la colonne de gauche. Vous avez mis en parallèle le pH salivaire chez l'homme, ça date de mai 1953, le pH urinaire, un autre pH urinaire relevé chez le cobaye, et ensuite pH de tige et feuilles d'une plante. En la circonstance, c'est l'asparagus, c'est une petite plante décorative qu'on trouve très souvent dans les appartements. Et ces variations correspondent, voyez-vous, aux phases lunaires, pas de la même manière d'ailleurs, pas avec la même intensité dans les différents milieux,
pas au même niveau parce que nous avons affaire à des espèces différentes, mais il n'en reste pas moins qu'on peut les regrouper et voir qu'il y a une certaine simultanéité. Vous retrouvez à côté, je passe à la colonne du milieu, des aspects électroniques cette fois. On en a eu un aperçu tout à l'heure, juin 57, alors mise en parallèle d'une eau de source et d'un RH2 salivaire. On peut constater chez l'homme un amortissement des potentiels de l'eau, ce qui est normal puisque c'est une espèce vivante. Vous savez qu'un pouvoir amortisseur, c'est un facteur de durée d'une espèce vivante. S'il n'y en avait pas, la vie serait très brève, elle ne pourrait pas durer. Vous avez ensuite, alors colonne de droite, également des corrélations bioélectroniques mettant en évidence des variations qui se produisent sous un certain flux qui est défini en astronomie comme étant flux des Léonides. En astronomie, on enseigne qu'à 2 périodes différentes de l'année, la Terre, sur son orbite, traverse des amas d'étoiles. Ces amas se trouvent au mois d'août, flux des Perséides, en novembre, flux des Léonides, et se font ressentir au point opposé de l'orbite terrestre. Nous sommes ici sous le flux des Léonides, au point opposé. Vous remarquez là aussi que l'effondrement du RH2, s'il est bien le même pour tous, est à des échelles différentes et qu'il y a un pouvoir amortisseur qui est différent pour l'eau de mer, c'est la première chose que l'on trouve. Ensuite, pour une plante et pour la salive humaine. Coïncidence peut-être aussi, et ça on le reverra un petit peu plus tard, au stade des explications, ces RH2 s'effondrent dans une période qu'on considère un peu prise en considération par des illuminés, si vous voulez, qu'on appelle les seins de glace. Coïncidence, une nouvelle fois. Diapo suivante. Encore des corrélations bioélectroniques dans la colonne de gauche, des types de surionisation négative. On les a vus tout à l'heure sur certains éléments qui étaient la même et aussi sur d'autres. Août 58, désastre de Sola, c'est donc en Italie. Si on avance d'une colonne vers la gauche, vous avez une variation annuelle du RH de novembre 58. On se retrouve sous le flux des Léonides. Vous avez janvier 59, le séisme du 2 janvier à Nantes, où alors là, les pouvoirs amortisseurs ne jouent pratiquement pas, tout au moins au stade du RH2. Tout s'effondre en même temps. Eau de pluie, eau de mer, dilution salivaire, une dilution de sol, c'est prise dans une rhizosphère d'échinopsis. La rhizosphère, c'est la partie qui entoure la racine de la plante. Et l'échinopsis, c'est tout simplement un cactus. Tout à fait à droite, une variation annuelle du RH2, là aussi, qu'on retrouve en mai 59, cet effondrement qui se trouve à nouveau au moment du flux des Léonides, eau de mer, salive, Gallium apariné, c'est une petite plante sauvage, puis le sol, également une rhizosphère de Mammillaria, qui est une autre espèce de cactus. Alors, vous voyez que ces simultanéités sont tout de même assez troublantes et qu'elles semblent bien indiquer que d'un milieu à l'autre, même si les échelles sont différentes, même s'il y a quelquefois un décalage de 24 heures ou à peu près, elles obéissent à quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre, il va bien falloir essayer de le définir. Nous allons aborder là la seconde partie, celle qui va être plus compliquée. Non pas le premier graphique que vous allez voir, qui est un ensemble de références relevées dans des ouvrages divers, qui seront d'ailleurs mentionnés sur le graphique, et que je vous commenterai brièvement. Le reste sera un peu plus long, un peu plus compliqué. Diapo suivante.
relevés dans des ouvrages différents. Vous avez ici différents aspects du cycle solaire, différents aspects qui se manifestent précisément sur des milieux différents aussi. Le premier est extrait de la revue Phytoma de mai 58. C'est un article de Pinault, qui est, je crois, un ingénieur agronome. Vous avez les variations du nombre de Wolf. Le nombre de Wolf, c'est le nombre des taches solaires, et les variations des pullulations des campagnols dans le département de la Vienne, de 1226 à 1958. Vous remarquez là aussi que si les courbes n'ont pas exactement la même intensité, elles se trouvent tout de même dans les mêmes secteurs et elles ont la même forme. Il semblerait donc qu'il y ait une influence solaire sur le parasitisme. Descendons maintenant. Nous sommes donc toujours à gauche. Les graphiques en question sont extraits du livre Notre Soleil, qui a pour auteur Pierre Rousseau. Je vous précise, ce n'est pas de ma famille. Vous avez une évolution du nombre de taches solaires et du nombre de cas de grippe, c'est la grippe espagnole, de juin 1918 à janvier 1919. Corrélation. Puis, si nous nous décalons, nous sommes toujours sur le graphique de gauche. L'activité solaire, là aussi le nombre de taches, mise en parallèle avec les cas de diphtérie au Danemark. Là aussi, des intensités différentes, mais des courbes qui se recoupent. Alors, nous avons donc vu que sur le parasitisme, il y a une influence solaire. Nous voyons que sur les épidémies, donc sur l'état de santé, il y a une influence solaire. Passons maintenant à droite. Vous avez une variation connexe, des variations connexes des taches solaires, c'est le graphique du haut, du magnétisme terrestre, celui du milieu, et des aurores polaires. C'est tiré d'un livre de l'abbé Moreux. L'abbé Moreux est l'ancien directeur de l'Observatoire de Bourges. Et le livre en question, dans cet extrait, s'appelle « Les influences astrales ». Vous remarquez qu'il y a là aussi une certaine corrélation, d'abord de l'influence solaire, du magnétisme terrestre et des aurores polaires. On peut se demander ce que les phénomènes lumineux de l'atmosphère peuvent venir faire là-dedans. Ils jouent en réalité une très grande importance parce qu'ils vont beaucoup nous servir tout à l'heure. Vous avez en dessous, donc nous sommes toujours dans la partie droite et au milieu, l'influence des taches solaires, de la surface solaire tachée et la production du blé dans le monde. Là aussi, corrélation. Tout à fait en bas, la courbe des taches solaires et la croissance des arbres en Europe centrale. C'est toujours extrait du livre de l'abbé Moreux, Les influences astrales. Donc, vous avez vu, influence sur le sol, sur les productions, sur le parasitisme, sur la santé, sur le magnétisme terrestre et sur les phénomènes lumineux de l'atmosphère. C'est assez troublant. Vouloir essayer de définir un cycle solaire par la bioélectronique, c'est tout un problème. Le cycle solaire est connu pour durer 11 ans, c'est le cycle indécennal, et 2 cycles successifs ne se présentent pas exactement de la même manière. Ce qui signifie qu'un cycle complet doit représenter 22 années. Or, 22 années, c'est déjà assez long. Ensuite, il faut penser que ça se superpose à un cycle lunaire qui n'a pas la même périodicité, donc que ça ne se présente pas toujours pareil. Il faut penser aussi que dans les cycles, certains sont d'ordre séculaire. Vous avez par exemple un cycle séculaire des marées. Le dernier datait de 1893. Le prochain est prévu en 1995. Vouloir définir des cycles séculaires au-delà pour la bioélectronique, par la bioélectronique,
Ça dépasse une vie humaine et ça dépasse bien sûr ce que peut faire une personne. Autrement dit, si on veut essayer de comprendre quelque chose, il faut s'en prendre au cycle court. Et il faut confronter les variations relevées pendant ces cycles courts avec les observations des physiciens, observations de la météorologie, observations des courants telluriques, observations aussi des phénomènes lumineux de l'atmosphère qui vont beaucoup nous servir. Diapo suivante. Vous avez ici, je parle graphique du haut, la vie, résonance cosmique, une variation quotidienne du pH salivaire chez l'homme. Vous avez 3 courbes successives. La courbe la plus haute, qui est en petit pointillé, est une courbe relevée en période de nouvelle lune. Elle est déviée par le haut. Celle qui est le plus dans le bas, qui est en tiret, est une courbe relevée en période de pleine lune. Elle est déviée par le bas. La courbe en trait plein, celle du milieu, est relevée dans l'intervalle des phases lunaires. Vous remarquez un minimum de cette courbe à 4 heures du matin. Je parle des heures solaires, je ne parle pas des heures actuelles. Absolument pas, d'un bout à l'autre. Il sera question assez fréquemment des heures, surtout dans cette partie. Je ne tiens pas compte des heures actuelles. Elles ne cadrent pas avec le calendrier solaire. Donc, à 4 heures du matin, vous avez un minimum du pH, il s'agit de pH en la circonstance, donc un minimum, c'est quelque chose de positif. Brusquement suivi par un maximum. Quand on arrive vers midi, petite variation, ou quelquefois pas, assez faible. Puis ce pH remonte. À 20 heures, toujours hors solaire, vous avez un maximum. Puis il redescend et le cycle reprend, évidemment avec les variations suivant les phases lunaires. Que peut-on tirer de ce graphique ? Il est inutile de vous dire qu'il n'a pas été relevé une seule fois, mais de multiples fois et sur un certain nombre d'années. Les physiciens connaissent ce qu'ils appellent des marées ionosphériques. Ces marées se situent à 4 heures du matin, à 12 heures et à 20 heures. Chose curieuse, ça correspond aux variations intenses du pH vers un minimum et un maximum. Ce qui laisserait supposer que les flux cosmiques, les flux solaires suivis à ce moment-là ne sont pas de même nature. Ils ne sont même certainement pas de même nature, puisque le flux de midi ne présente pas les mêmes variations. À quoi peuvent-ils bien correspondre ? Poussons les choses un petit peu plus loin et examinons maintenant les données, les diverses données de la météorologie, les diverses données retrouvées aussi à propos des courants telluriques, à propos de tout ce qu'on peut trouver comme référence. Il faut vous dire aussi que la Terre, alors ça, ce sont les connaissances des physiciens. Les physiciens, la Terre est entourée de 3 couches ionosphériques. Une couche D, qui est la plus proche de la Terre, qui est effilée dans les régions polaires, et au contraire, plus aplatie dans la partie centrale de la Terre, dans la partie sphérique. Une couche D, qui est la couche lunaire, et une couche F, qui est la couche solaire. Pour les physiciens, les couches ionosphériques entourant la Terre suivent le mouvement de rotation de la Terre sur elle-même, puis subitement, sans qu'on sache pourquoi, elles se dilatent, elles s'aplatissent, elles se redilatent, elles s'aplatissent. C'est ce qu'ils ont appelé les marées ionosphériques. Nous avons là 3 marées ionosphériques qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques
sur un plan ionique, sur un plan pH. Tout se passe déjà comme s'il existait une dissymétrie de l'espace indépendante du mouvement de rotation de la Terre sur elle-même. Voyons donc maintenant les différentes données qu'on peut trouver dans les références des physiciens. Ces données sont énumérées, vous les verrez plus nettement tout à l'heure quand j'en aurai donné l'explication, parce qu'à ce moment-là, les heures ne seront pas mises sur une ligne droite, elles seront mises en cercle. Et à ce moment-là, on fera pas mal de constatations. Pour l'instant, continuons. Donc, je répète, 3 marées ionosphériques, 4 heures solaires, minimum de pH, 12 heures, peu ou pas de variation, 20 heures solaires, maximum de pH. Allons plus loin. Dans les données de la météorologie, on signale des secteurs particuliers de l'espace, de 4 à 6 heures, entre 4 heures, de 4 à 6h30, et de 16 heures à 18 heures, secteur opposé de l'espace. On trouve un maximum de pression atmosphérique, un maximum de tension de vapeur d'eau de l'atmosphère, un maximum de fréquence des pluies, un maximum de niveau élevé des marées de syzygie dans les latitudes moyennes où nous sommes, parce que vous savez que le phénomène est différent dans les régions polaires et les régions équatoriales. Par contre, de 10 à 12 heures et de 22 à 23 heures, toutes ces données que je viens de vous énumérer passent par un minimum. Nous verrons tout à l'heure, dans le graphique suivant, que si on place ça sur un cercle, on arrive tout d'abord à des zones opposées de l'espace qui forment entre elles 2 axes perpendiculaires. Encore une coïncidence. Il y a beaucoup de coïncidences. Continuons. De 4 à 5 heures du matin, toujours dans les références des physiciens, ça ne vient pas de moi. Il y a un maximum d'intensité des courants telluriques. Il y a un minimum de la température du jour et un minimum de l'ionisation de l'atmosphère. Il y a aussi un minimum du pH cellulaire chez l'homme. Nous sommes toujours dans les coïncidences qui commencent à devenir très troublantes. Continuons encore et reportons-nous cette fois à des données concernant la santé humaine. Je fais ici allusion à un livre paru, si je me souviens bien, c'est en 1954. C'est la météoropathologie de M. M était professeur, enseignait la médecine, si je me souviens bien, c'est à Montpellier. Enfin, je continue. Donc, vous avez de 4 à 6 heures du matin un minimum de la température du corps humain sain ou malade, un minimum de la pression artérielle, un minimum du pouls, un minimum d'élimination de gaz carbonique, un minimum d'élimination d'azote dans les urines, un minimum de fixation d'oxygène. Par contre, à 17 heures, vous avez le maximum de tous ces éléments. Si vous vous déplacez sur la planète, parce qu'on pourrait se dire à une certaine latitude c'est valable, mais si on se déplace ou vers le nord ou vers le sud, ce n'est plus valable. Pas du tout. Pas du tout. Ces données restent les mêmes par rapport au Soleil, par rapport aux heures solaires, suivant la région où on se trouve. Et ça va des régions équatoriales aux latitudes où nous sommes et jusqu'au pays du soleil de minuit, au nord de l'Islande. Nous trouvons donc sur le plan santé, sur le plan météorologie, sur les plans les plus divers, ces zones particulières qui se répètent aux mêmes heures et qui précisent qu'il existe bien une dissymétrie de l'espace, parce qu'il ne faut pas croire que ces minima et ces maxima de tous ces phénomènes en même temps peuvent se produire sous des mêmes flux. Ça obéit à quelque chose.
Ce quelque chose, est-ce qu'on peut le définir? Reportez-vous maintenant sur la partie gauche au graphique d'en bas. Il ne s'agit pas ici d'un travail personnel. Il existe un physicien de l'Institut météorologique de Poznań, Smosarski, qui s'est intéressé à la polarisation de la lumière. Ces expériences ont été échelonnées sur 12 ans, de 1927 à 1939, et elles ont comporté 533 observations. Smosarski, dans ses expériences quotidiennes, a remarqué ceci. La polarisation de la lumière n'est pas en fonction de l'intensité de cette lumière, mais du champ magnétique dans lequel elle baigne. Et si on prend 2 points équidistants du zénith, on s'aperçoit que la polarisation est plus forte lorsque le soleil monte de l'horizon vers le zénith que lorsqu'il descend du zénith vers l'horizon. Les heures du jour sont répétées sur ce graphique d'en bas et les points équidistants sont pris par rapport au zénith. Vous remarquez que tous les points qui sont situés sur la gauche sont plus élevés que les points équidistants situés sur la droite. Autrement dit, il existe bien une dissymétrie de l'espace marquée par un champ magnétique positif de l'aube au zénith et qui va décroissant, et négatif du zénith au crépuscule, à la nuit, champ qui va croissant. Si nous nous reportons maintenant au graphique du haut, celui que nous avons vu tout à l'heure, nous pouvons reconstituer cette dissymétrie de l'espace que vous verrez tout à l'heure sur un cercle. C'est que le champ magnétique positif passe par un maximum à 4 heures du matin, va décroissant jusqu'au zénith, là où il y a la seconde marée ionosphérique, les 4 heures marquant la première, puis ensuite croît jusqu'à la seconde, 20 heures, et va ensuite décroissant. Il existe une dissymétrie de l'espace, une dissymétrie solaire, dissymétrie qui se répète sur toute la planète et qui indique donc que cette ionosphère solaire ne suit pas le mouvement de rotation de la Terre sur elle-même, mais par contre qu'elle l'accompagne dans son périple sur son orbite autour du Soleil. Autrement, ça n'existerait pas de façon suivie. Diapo suivante. Vous avez ici reporté sur un cercle la totalité des données que je vous ai indiquées tout à l'heure. Vous avez 3 flèches noires. Celle qui se trouve à gauche, en haut, c'est la marée ionosphérique des physiciens, celle de 4 heures. Celle qui se trouve en bas, celle qui plonge, c'est le zénith, 12 heures, deuxième marée ionosphérique, où s'inversent les polarités magnétiques de l'espace. Ensuite, flux négatif, jusqu'à la marée ionosphérique de 20 heures, qui va décroissant à l'opposé du zénith. À l'opposé du zénith, les physiciens ont fait en effet une remarque curieuse. C'est qu'il existe ce qu'ils appellent la lueur antisolaire, qu'ils n'ont d'ailleurs jamais clairement expliqué. C'est à l'opposé du zénith. Là aussi, c'est une coïncidence, évidemment. Mais enfin, vous remarquez que ces champs de l'espace sont tout à fait nets, et les zones de l'espace que nous avons définies tout à l'heure, 4 heures, 6h30,
16h, 18h représentent deux zones axiales opposées et qu'à la perpendiculaire, vous trouvez 10h, 12h, 22h, 23h. On peut faire la remarque, évidemment, qu'elles sont légèrement décalées par rapport au mari ionosphérique, mais il faut penser que nous avons pris des milieux aqueux, des milieux vivants, qui ont leur propre faculté de résonance, donc qui entrent en vibration, si on peut dire, avec ce qu'elles reçoivent comme force, sous des influences déterminées. Si vous branchez un poste radio sur petites ondes, vous n'aurez pas les grandes. Il ne reste pas moins qu'elles existent. Donc, vous avez là cette image de cette dissymétrie solaire de l'espace. Et j'ai répété dans le bas les maxima et les zones de minima que je vous ai énumérées tout à l'heure. Je n'ai pas répété ici tout ce que j'ai mentionné sur la santé humaine parce qu'il aurait fallu que le graphique soit moitié plus grand et ça l'aurait aussi surchargé. Mais enfin, vous constatez que cette dissymétrie n'est pas une vue de l'esprit. Elle réunit d'une part les observations des physiciens qui sont confrontés avec les données de la bioélectronique qui par conséquent ne doit pas rêver tout à fait, mais en la circonstance permet de rapprocher et d'interpréter ce que certains n'ont pas compris et n'ont pas voulu comprendre. Les choses vont se compliquer. Elles vont se compliquer parce que l'influence solaire n'est pas la seule en cause. Vous retrouvez les trois flèches noires, ce sont les marées ionosphériques. Vous retrouvez aussi les secteurs de l'espace. Mais il faut penser que l'influence solaire n'est pas seule en cause. Je vous ai mis tout à l'heure en évidence des simultanéités de variations sur de l'eau, sur des milieux vivants qui se rapprochaient des phases lunaires. Alors là aussi, on considère que l'action de la Lune est prise en considération par des esprits quelque peu illuminés. Ça reste à voir. J'avais eu un jour une discussion avec un très éminent physicien et qui est devenu d'ailleurs quelque temps après directeur du CNRS. Et je lui avais posé la question suivante, je lui avais dit, est-ce qu'il existe sur le plan périodique des influences qui sont susceptibles de se répercuter sur l'ionisation des milieux vivants? Il m'avait répondu de façon formelle, non, il n'y en a pas. Je dis, mais enfin, l'action lunaire est tout de même susceptible d'influence, puisqu'il y a au moins un phénomène qui, s'il n'est pas uniquement lunaire, l'est tout de même principalement, c'est le phénomène des marées. Et il m'avait répondu textuellement, le phénomène des marées est un phénomène qui nous dépasse, on perd son temps quand on s'intéresse au phénomène qui nous dépasse. Si vous ne voulez pas perdre le vôtre, occupez-vous d'autre chose. Comme j'ai une certaine suite dans les idées, je n'ai pas suivi le conseil. Et j'ai essayé de comprendre. Je vous ai fait voir tout à l'heure des variations salivaires que j'ai confrontées avec les observations des physiciens. Eh bien, cette fois-ci, ce n'est pas de variations salivaires que je vais vous parler. Je vais vous parler du phénomène de marée. Du phénomène des marées, on perd peut-être son temps quand on s'intéresse aux phénomènes qui nous dépassent, mais si on les observe de façon suffisamment suivie, ça permet d'en tirer quelque chose. Si on observe donc le phénomène des marées, tout le monde sait bien sûr que les coefficients ne sont pas toujours les mêmes. Remarquez que ce même physicien m'avait dit que les coefficients ne signifiaient strictement rien. À ce moment-là, je ne sais pas pourquoi on les relève. Enfin, c'est comme ça. Si on observe le phénomène des marées, bioélectroniquement, j'entends. Si on fait un prélèvement précédent de, mettons, 5-10 minutes, les heures de la basse mer, on trouve un certain pH. Le plus fréquent, c'est 8,8,2. Là aussi, il y a des cycles, il descend quelquefois au-dessous, mais enfin, je vous cite le plus fréquent, 8,8,2. Au moment précis de la basse mer, vous faites un autre prélèvement.
le pH s'effondre. L'amplitude est variable suivant le coefficient. Donc le coefficient doit sans doute vouloir dire quelque chose. C'est très variable, ça peut varier de 0,2 à 1 unité. Or, vous savez que le pH représente des valeurs logarithmiques. Une unité pH, c'est un monde. Cette variation ne dure pas très longtemps, suivant son intensité, entre 5 et 20 minutes, puis le pH revient à sa valeur normale. Pleine mer, il n'y a pas de variation. Et la variation est d'autant plus intense que le coefficient de marée est plus fort. C'est donc qu'il doit y avoir une relation. Or, quand trouve-t-on les coefficients de marée les plus forts? C'est aux périodes de pleine lune et nouvelle lune. La marée monte plus vite, elle monte plus haut, elle descend plus vite. Si on prend les périodes de quartier de lune, elle monte péniblement, elle descend lentement et elle monte beaucoup moins. De toute façon, cette variation de pH indique une chose, c'est que là aussi, on passe sous un certain flux. Seulement, l'heure des marées se déplace tous les jours. Et cette variation se déplace tous les jours, suivant le phénomène des marées. Ceci indique que là aussi, l'ionosphère lunaire n'est pas cette outre qui se gonfle et qui s'aplatit subitement, parce que les physiciens, là aussi, considèrent que l'ionosphère lunaire, la des marées, elle tourne en même temps que la Terre. Eh bien, je regrette, mais elle ne tourne pas en même temps que la Terre. Si elle tournait en même temps que la Terre, les variations qu'elle provoque ne suivraient pas le cycle des marées. Or, elle se déplace suivant les heures. À ce moment-là, comment peut-on expliquer les choses? Comment peut-on confronter avec les données que nous avons vues tout à l'heure? J'ai ici mentionné, j'ai tracé plus exactement, les axes lunaires, les axes au moment des syzygies, les axes qui provoquent les variations les plus intenses en petits tirets. Puis ceux qui provoquent les variations moindres en tracés plus gros. Il est bien évident, on trouvait tout à l'heure des minima de beaucoup de choses à propos du Soleil. Il est bien évident que si des axes de même nature, solaire et lunaire, sont superposés, ils vont amplifier les phénomènes qu'on trouve. Or, les axes électriques solaires, l'axe du zénith et l'axe opposé, ce sont des axes de répulsion. Les axes lunaires de syzygie sont aussi des axes électriques, puisqu'ils viennent amplifier une action quand ils sont en coïncidence avec les axes solaires. Et la première figure, celle de droite, j'ai très légèrement décalé pour que les axes paraissent. Mais enfin, vous voyez que les axes électriques solaires, l'axe qui correspond au zénith et à son opposé, correspond aux axes électriques lunaires. Donc vous aurez une amplification des basses mers. Par contre, les axes magnétiques qui sont perpendiculaires vont se trouver dans les zones d'amplification que nous trouvions tout à l'heure à propos de toutes choses et vont amplifier les pleines mers. Par contre, si nous prenons le schéma inverse, vous avez celui des quadratures. Ce sont les axes magnétiques qui sont des axes d'attraction, qui vont être superposés aux axes électriques solaires, qui sont des axes de répulsion. Donc, la mer montera moins vite et descendra moins, et elle montera moins haut. Par contre, les axes électriques de répulsion
seront superposées aux zones solaires d'attraction, donc vous aurez le même phénomène. Autrement dit, ces ionosphères sont des systèmes électromagnétiques doués de mouvements propres, indépendants du mouvement de la Terre sur elle-même. Je vous l'ai dit tout à l'heure pour la couche F de l'ionosphère solaire. Je le redis pour la couche E de l'ionosphère, qui est l'ionosphère lunaire. L'ionosphère lunaire ne tourne pas en même temps que la Terre sur elle-même. Elle accompagne la Lune dans son périple autour de la Terre, et c'est pourquoi les heures se déplacent de façon régulière. Vous avez, aux périodes de syzygie, une concordance des axes solaires et lunaires de même nature, donc une amplification des phénomènes, et en période de quadrature, premier et dernier quartier, une discordance des axes électriques, répulsion, superposé à axe magnétique, attraction, donc ça ne peut pas se superposer et c'est moindre. Évidemment, il y a une objection qu'on peut faire, et ça, on y viendra un petit peu plus tard, mais je la cite tout de suite. Les marées ne sont pas les mêmes sur toute la surface de la Terre. Ça, c'est une autre histoire, mais étant donné qu'il s'agit d'un phénomène électromagnétique, il y a tout de même quelque chose qu'on peut dire tout de suite. La Terre a deux pôles magnétiques, un pôle nord, un pôle sud. Elle a aussi une zone électrique, c'est l'équateur. Il est évident que les influences prédominantes ne seront pas toujours les mêmes, de telle sorte que le phénomène des marées pourra subir une influence plus que l'autre, et que sur toute la surface de la planète, ce ne sera pas forcément le même. Nous sommes sous des latitudes moyennes, les deux influences jouent. Dans la région équatoriale, c'est l'influence électrique qui va prédominer. Dans les régions polaires, influence magnétique, il n'y a là rien d'extraordinaire. Il ne faut pas croire non plus que l'explication que je viens de vous donner soit complète, parce que le problème n'est pas simple. Il n'est pas simple en ce sens que si tout se passait comme je vous l'ai présenté là, eh bien, il n'y aurait pas de raison pour que les marées de pleine lune et de nouvelle lune ne soient pas identiques comme coefficients, et de même pour les marées de premier et dernier quartier, ce qui n'est pas le cas du tout. Passez diapo suivante, s'il vous plaît.